Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Instant dans lequel, il est l'heure de retrouver Julien Nebenzal pour son ChronoCAC. Bonjour Julien. Bonjour Louis-Antoine. Merci Julien d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc Senior Advisor chez Advice. Julien, en début de semaine, les investisseurs, les analystes techniques hésitaient entre consolidation et latéralisation pour le CAC 40. Est-ce que vous pouvez nous dire que le CAC 40 va prendre une direction un peu plus claire? Alors pour les heures qui viennent, parce que là on est en train d'ouvrir sur la bourse de Paris à peu près sur le sommet de la semaine. C'est un seuil qui a été atteint vendredi dernier. Donc on a déjà latéralisé pendant toute la semaine. On a déjà évolué de lundi à aujourd'hui sous le plus haut atteint vendredi. Il y a, compte tenu de la force du trend, c'est toujours plutôt probable qu'on continue de monter dans les jours qui viennent. Ceci étant, à l'intérieur d'un mouvement haussier qui ne semble pas du tout terminé, je vais essayer de développer ce point-là, il peut y avoir des moments de respiration, des moments de retour en arrière qu'on appelle des consolidations. Et ça, les prévoir, tant qu'on n'a pas de signal, c'est absolument impossible. Ce qui semble plus lisible pour moi, c'est la tendance de fond que j'ai déjà expliqué à quelques reprises sur votre antenne. Le graphique ici le rappelle. On avait un sommet important en janvier 2022, puis un creux important en octobre 2022. Pour moi, il s'agit d'une correction cyclique qui accompagne le ralentissement de l'économie qui s'est produit, qui est derrière nous. Et suite à ce point bas d'octobre 2022, on a un premier épisode de hausse qui nous a emmenés jusqu'au milieu de l'année 2023, milieu de l'année dernière. Et puis on a formé, cette fois-ci, pour reprendre le terme de latéralisation, on a formé une latéralisation entre 6800 points et 7600 points. Sur le graphique, ce sont les traits qui sont en bleu. Et de cette zone, on est sorti par le haut, ce qui est assez logique, puisque la tendance de fond est extrêmement haussière. Il n'y a absolument aucune équivoque, aucune ambiguïté. Et puis, cette sortie s'est produite à la fin du mois de janvier. Et là, on se dirige assez logiquement vers la zone des 8200 points. Alors, pour ceux qui sont très précis, il y a un seuil clé à 8125 points. Mais la zone qu'on vise, c'est à peu près 8200 points. Et puis, c'est un plus haut historique. Ce sont des plus hauts historiques qui sont régulièrement construits. Donc, un plus haut historique, je le rappelle, c'est peut-être un moment d'anxiété pour certains, mais c'est avant tout un niveau autour duquel tous les investisseurs sont gagnants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nervosité particulière. Alors, il y a aussi une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui disent finalement ça s'est passé trop vite, on est sur des seuils extrêmes, on risque une correction à tout moment. Alors, j'ai mis deux indicateurs techniques en bas, juste pour se représenter ce sujet-là. Le premier, c'est le rate of change, donc le taux de variation. Et ici, il est sur 52 semaines, donc sur un an. Et vous voyez là, c'est la courbe noire qui est à peu près au milieu du graphique. Et vous voyez que nous sommes en ce moment sur un taux de variation qui est très en dessous des seuils élevés qu'il a pu atteindre, qui est à peu près le niveau de 30%. Il y a aussi une autre logique, qui est de dire, oui, mais on est tendu par rapport à la situation moyenne, la dynamique moyenne. En général, on regarde pour ça ce qu'on appelle un oscillateur, c'est-à-dire la différence entre deux moyennes mobiles. Et ici, j'ai pris l'oscillateur 1, 52, c'est-à-dire la différence entre la moyenne 52 semaines, donc un an, et puis les cours actuels, enfin la moyenne actuelle, ce qui nous donne une idée de la tension. Et là aussi, vous voyez que sur ce graphique, si on regarde depuis 2 ans, on n'est pas du tout sur des niveaux particulièrement tendus. Donc, on a cette impression, cette impression véritablement qu'on est sur un mouvement qui est d'exception, qui est dans une forme qui est tout à fait atypique. Non, on est sur des sommets historiques, dans une tendance haussière, après une période de 6 mois de consolidation, et avec des indicateurs techniques qui ne montrent pas de problématiques particulières. Donc globalement, c'est ce qu'on appelle le fameux fear of missing out, le fameux FOMO, c'est ça finalement, c'est une hausse qui s'entretient toute seule par la force des choses? Alors, le fear of missing out, c'est sur les chaînes spécialisées comme les vôtres, c'est une thématique qui revient. Pour ceux qui s'intéressent à ça, il faut se souvenir ou savoir que c'est un terme qui vient du marketing, qui vient des années 90. C'était comment créer en fait une envie d'avoir un produit, donc on suscite une anxiété chez les consommateurs. Alors, le grand spécialiste, c'est Apple.
qui a fait ça à plusieurs reprises. Apple raconte des choses sur ses téléphones qui vont sortir, et puis tous les fans d'Apple sont complètement excités dans la perspective de ce produit, et se disent que s'ils ne l'achètent pas, ils vont passer à côté de quelque chose, parce que fear of missing out, c'est ça que ça veut dire, c'est passer à côté de quelque chose. Donc ce raisonnement, ce raisonnement, cette attitude, il a été repris dans la finance. Ça fait quelques années qu'on utilise de temps en temps ce terme, et il est assez intéressant. Donc c'est effectivement une situation où on ne sait plus vraiment pourquoi ça monte, et on se demande si on n'est pas en train de rater quelque chose. Alors pourquoi d'ailleurs on ne sait plus pourquoi ça monte? C'est parce qu'on a passé une année complète avec des commentateurs qui ont parlé de récession quasiment systématiquement, à tel point qu'il y a encore quelques semaines, on anticipait des baisses de taux gigantesques aux États-Unis pour contrer cette fameuse récession, qui de toute évidence n'arrive pas, et qui à mon avis n'arrivera pas avant au moins 2 années. C'est même un strict minimum pour moi. Donc en fait, comme il y a cette inquiétude, eh bien, il y a cette peur de passer à côté de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors le fear of missing out, pour moi, il y a des indications intéressantes. D'abord, la peur de passer à côté de quelque chose, ça signifie qu'on n'est pas pessimiste, ça signifie qu'on est attentif à ce qui est en train de se passer. Donc on n'est pas au fond du trou. Alors c'est une lapalissade puisqu'on est sur un sommet historique. Mais enfin, c'est quand même bien de dire qu'on est loin des périodes de grande peur. Mais aussi, si on a peur de passer à côté de quelque chose, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on est capable de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a de l'argent de disponible, parce que sinon, on ne se poserait pas cette question. Là aussi, c'est une évidence, c'est une lapalissade. Ce qui veut dire que les gens ne sont pas encore extrêmement investis, puisque sinon, on n'aurait pas l'expression de ce sentiment de peur de passer à côté de quelque chose. Donc, nous ne sommes pas du tout sur un sommet de marché. Ce qui est l'intérêt de l'expression du fear of missing out, c'est qu'on sait qu'on est dans un cœur de marché, on est loin des plus bas et on est encore finalement assez loin des points hauts. Mais aujourd'hui, il y a de belles alternatives sur les marchés boursiers. Je pense aux crypto-monnaies, où pareil, on a l'impression qu'il y a un peu le même sentiment psychologique qui s'est mis en place. On a les rendements souverains aussi également qui font appel d'air. Du coup, par la force des choses, vous dites que les investisseurs en ont encore sous le pied, mais potentiellement pas tant que ça. L'expression, à partir du moment où on dit qu'on a peur de passer à côté de quelque chose, c'est qu'on peut faire quelque chose, donc ça veut dire qu'on dispose de liquidité. Donc c'est un fait, ça, c'est une évidence. C'est pour ça que je parlais de la palissade. C'est à partir du moment où cette chose est exprimée par le consensus, ça veut dire qu'il y a de quoi investir. Donc je ne me pose pas la question de est-ce que collectivement la quantité d'actions détenues est au taquet et au plus haut. La réponse est très probablement pas. Après, vous parlez de concurrence d'autres marchés. La concurrence avec le marché obligataire, elle existe, elle a toujours existé. C'est ce qu'on appelle l'équilibre 60-40, par exemple, c'est-à-dire de détenir un portefeuille équilibré entre des actions et des obligations. C'est sûr que quand les taux proposent de meilleures rémunérations, on est intéressé. Mais il n'empêche que quelqu'un qui raisonne à long terme, vous pouvez lui proposer un taux à 4% ou à 3%, ce qui est mieux que zéro, ça va de soi. Ça reste quand même inférieur à ce que les actions vont délivrer à long terme. Donc, il y a une concurrence, on en aura toujours une, mais on n'est pas aujourd'hui sur des niveaux qui permettent de dire « Ah, les marchés obligataires vont capter de la liquidité sur les marchés d'actions ». Surtout qu'on est dans une situation, je le disais tout à l'heure, on sort d'une année de lavage de cerveau autour de l'idée d'une récession qui ne se produit pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'argent qui est prêt, qui est disponible, qui est d'ailleurs en train, en ce moment, de s'investir. Et quand vous faites le parallèle, le lien avec le marché des cryptos, c'est pour moi quelque chose quand même de très différent. Les crypto-monnaies, c'est un univers qui reflète avant tout une technologie. Et parfois une nouvelle expression de la propriété. Mais c'est avant tout de la technologie. Donc, c'est un petit bout d'investissement quelque part à l'intérieur d'une grande stratégie d'allocation. Que les crypto-monnaies aient le vent en poupe en ce moment, alors qu'elles ne l'avaient pas il y a un an, ça fait partie de la volatilité, de l'appréciation que le consensus fait de ces technologies. Mais pour moi, ça ne peut pas créer en fait une concurrence véritable. Les crypto-monnaies, ça reste une zone d'investissement qui est extrêmement spécifique et qui ne peut pas être en compétition en soi avec les actions. Alors que les obligations, oui, je suis d'accord, elles sont tout à fait en compétition. Donc, encore une fois, aujourd'hui, s'il y a des retours en arrière, c'est des opportunités pour investir sur les marchés d'actions. Et nous sommes, à mon avis, encore assez loin, et en temps et en prix, d'une formation de sommet de marché actions. Oui, c'est ce que vous nous expliquez. Alors, c'est intéressant. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous intervenez chez nous régulièrement, mais de façon un peu élargie, si je puis dire. Il y a toujours un temps entre vos deux interventions. La dernière, de mémoire, vous nous présentiez un graphique qui, globalement, nous expliquait que le marché action
était dans une dynamique de croissance quasi perpétuelle depuis de nombreuses années. Du coup, à force des choses, ça rejoint un petit peu le discours que vous nous dites aujourd'hui, que vous nous entretenez aujourd'hui, que, a priori, normalement, sauf événement, sauf signe noir, sauf événement catastrophique, imprévisible, normalement, les marchés actions, notamment le CAC 40, devraient continuer à évoluer vers des nouveaux sommets. Oui, c'est ça. Alors, quand vous dites perpétuel, je me suis peut-être mal exprimé parce que à l'intérieur depuis quelques années. À l'intérieur d'une dynamique haussière, d'abord les marchés actions structurellement ils sont haussiers, hein, ça c'est naturel. C'est ça quelque chose, c'est une évidence. Mais la dynamique, elle est haussière depuis pour moi 2019, le Covid, depuis le point bas de début 2019, le Covid est un élément tout à fait externe qui va perturber cette dynamique. C'est un cycle d'environ 10 ans, donc il nous a emmené quelque part en 2029 pour le prochain point bas, ce qui veut dire que le prochain point haut doit se situer en moyenne 2 à 3 ans avant. Nous parlons donc de 2026, de quelque chose comme ça, ou peut-être de 2027. Donc, ça, je parle des cycles économiques, des cycles économiques profonds qui ont duré d'environ 10 ans. C'est le cycle de Juglar. Donc, à l'intérieur de ça, il y a encore vraiment de la place. Il y a de la place en temps, il y a de la place en prix, et surtout, il n'y a pas d'indication aujourd'hui de surachat ou de contexte émotionnel hyper optimiste, voire euphorique. Nous n'avons pas ces conditions qui sont réunies. Donc, la tendance peut encore s'exprimer. Très clair. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous en remercie beaucoup, Julien Nebenzal, de cet optimisme, un optimisme mesuré et pragmatique. C'est pas justement que de la psycho. Du coup, à force des choses, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes senior advisor chez Advice, avec nous, donc de temps en temps sur TV Finance, l'émission consacrée à l'actualité des marchés financiers.